Elia, tu m'entends? Entendu, je sais pas si... Ok, c'est bon, je t'ai entendu. Et j'ai dû me déconnecter. Ok.
Nicolas, t'es en train de parler? Deux secondes. Ah, on entend on t'entendait un Est-ce que petit vous peu, Nico. m'entendez là, les autres? Oui, oui, c'est bon, on t'entend. Bon, il semblerait que vous m'entendiez. Je vous entends super mal là par contre. Tac, tac, tac. Haut-parleur. Tac, tac. Vous pouvez répéter ce que vous disiez parce que j'ai pas compris. Ils disent que c'est bon. Ah super, ok, bon je dis que dalle moi. Voilà. Allez, c'est bon. Hop, si c'est bon, c'est bon. Bon, pour résumer, en fait, Java c'est trop puissant, Java ça se tourne partout, Java ça peut être utilisé n'importe où. Et là, je précisais juste que quand on commence avec Java, il y a deux notions qui sont importantes à savoir. C'est identifier ce que c'est qu'un JRE et ce que c'est que la notion du JDK. JRE, c'est Java Runtime Environment. Donc, quand vous voulez exécuter du code Java, il faut que vous ayez le JRE qui soit installé. Si vous êtes des développeurs et que vous souhaitez compiler votre application, il faut ce qu'on appelle le JDK, donc le Java Development Kit. Donc, voilà, c'est tout l'outil de développement, en fait. Hein. Donc, ça implique du coup d'avoir... ça impacte du coup toutes les bibliothèques natives qui vont être utilisées et embarquées du coup dans votre code. Donc bon, là c'est plutôt bon. Pour pouvoir développer en Java, en soi vous n'avez pas besoin d'un IDE. Vous pouvez faire tout avec un bloc-notes ou avec Nano ou VI en fait. Et il faut juste connaître du coup les commandes qui doivent être utilisées, donc les commandes Javac pour la compilation. Donc je ne vais pas passer sur cette partie-là. Aujourd'hui, on est des gros flemmards. On va utiliser donc VS Code et on va voir VS Code comment est-ce qu'on va pouvoir le configurer pour qu'il puisse en fait être utilisé sur des projets Java. Donc pour ceux qui ne connaissent pas VS Code, c'est un outil un outil gratuit fourni par Microsoft. Vous avez une version desktop qui est installable sur vos machines, que vous soyez sous Linux, Windows, Mac, on s'en fout. Ou vous avez une version en ligne, en fait. Vous avez un site web fourni par Microsoft qui vous permet d'avoir une IDE en ligne, en fait. Et ça, c'est trop puissant. Dans les extensions qui sont nécessaires, VS Code, c'est juste un bloc-notes avec des fonctionnalités un peu plus avancées, hein, c'est tout. Sauf que par défaut, il n'embarque pas tout. Donc, si vous voulez faire du Java et avoir du coup à retrouver en fait les mêmes avantages que vous pouvez avoir sur d'autres IDE tels que Eclipse ou NetBeans ou du coup l'autre là, IntelliJ, voilà. Eh bien, il faut rajouter des extensions. Donc, les extensions, la liste des extensions dans VS Code, vous tapez Java et il vous fournit en fait voilà, une sacrée liste des extensions disponibles pour pouvoir utiliser du Java en fait. Hein. Donc celle que je recommande, c'est tout ce qui est Java Extension Pack, Maven, on verra un peu plus tard ce que c'est que Maven, le debugger pour Java, le gestionnaire de projet de Java en fait qui vous permettra du coup d'avoir une interface, en 1000 lignes de commande, 1000 interface graphique qui vous permettra de configurer un petit peu votre projet quand vous voulez le créer. Le test runner pour lancer les tests unitaires. Le langage support pour Java qui a été développé par Red Hat, qui embarque un serveur en fait et qui vous assiste fortement dans le code, dans le pondage de votre code logiciel. Et ensuite le Java Language Support qui embarque du coup le Java Debugger qui est justement tout un tas d'outils aussi qui vous permet d'être un peu plus à l'aise. Pour ceux qui ont fait du Java auparavant avec Eclipse, vous avez une extension qui s'appelle Eclipse Keymap qui vous permet de retrouver tous les raccourcis clavier de Eclipse en fait. Et donc ça c'est hyper pratique si vous êtes des vieux habitués de Eclipse. Bon moi par exemple. Voilà. Une fois que vous avez tout ça, normalement c'est plutôt bon. Vous avez tout ça, vous avez votre VS Code qui est prêt. Si vous voulez du coup utiliser Java, il faut l'installer du coup Java. Donc au niveau de, il faut le télécharger. Hein. Donc pour le télécharger, vous tapez OpenJDK
OpenJDK 18 et OpenJDK 18 JDK, et vous tombez sur le site officiel de JDK. Et vous tombez du coup sur le repository du JDK en fait et de sa version 18. Et si vous voulez télécharger du coup les binaires, il faut aller sur ce lien-là, donc Available from Oracle. Et là, vous retrouvez du coup différents builds, donc les binaires qui vont pouvoir être utilisés. Les binaires, vous avez du coup pour Linux architecture 64 bits, les deux qui sont là. Donc vous récupérez un tar. Sous Mac, vous récupérez aussi un tar. Et sous Windows, vous récupérez un zip. C'est des dossiers compressés, vous les prenez, vous les décompressez dans un répertoire. Et une fois qu'ils sont décompressés dans le répertoire, vous obtenez du coup le résultat qui va suivre. Tac, tac, tac. Ici, vous obtenez du coup le JDK 18. Voilà. Et à partir de là, vous avez du coup votre répertoire. Et dans les binaires, vous avez du coup les exécutables qui vous permettront de manipuler Java en fait. À la fois, vous retrouverez du coup le Java, l'exécutable java.exe ou Java tout court qui permettra de lancer le JRE en fait. Et vous retrouverez le javac.exe ou le javac tout court qui est le Java compiler, qui est le compilateur en fait Java qui vous permettra de compiler votre code. Voilà. Je vais parler un petit peu plus technique pour comprendre un peu les mécanismes au niveau du compilateur de Java. Bon, là, c'est plutôt de la culture générale pour vous, plutôt que vraiment quelque chose que vous allez vous servir. Il faut savoir que Java, quand il est... le compilateur de base de Java, c'est ce qu'on appelle le hotspot. Hotspot, c'est Hotspot, c'est le nom d'un exécutable en fait. C'est le nom du compilateur qui est utilisé pour faire la compilation de votre code Java. C'est un compilateur qui va être appelé dans la machine virtuelle de Java. J'en parle un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle version qui est apparue que vous avez peut-être entendu parler, c'est GraalVM. GraalVM, c'est quoi? GraalVM, il embarque du coup, c'est un compilateur qui est capable de compiler du code Python, du code Java, du code C++, du code Ruby, du code Perl, du code peu importe, tout plein de code du Node.js. Il est capable de prendre tout ce code-là, vous lui balancez dedans en fait, et est capable il convertit votre code en du bytecode et il exécute ça en fait. L'avantage de GraalVM par rapport à Hotspot, c'est que Hotspot c'est 100% Java et GraalVM c'est multilangage, d'accord, multilangage. Donc voilà, ça c'était juste pour la culture générale, que vous sachiez un petit peu que, il y a deux sortes de compilateurs qui existent. Et le GraalVM, il est plus performant que le Hotspot. Il apporte des petites performances en plus. Moi, je pourrais pas vous dire lesquelles exactement, je suis pas au point. Mais voilà. Donc nous, on va pas se faire chier, on reste sur le Hotspot, sinon ça impliquerait de retravailler un petit peu la JDK et de rajouter du coup des outils en plus. Bon, bref. Je vous ai dit un truc un peu bizarre, il y a quelques secondes, je vous ai parlé d'une machine virtuelle. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont suivi les formations Python avec moi, vous savez que votre code Python, quand il est exécuté par l'interpréteur Python, c'est une machine virtuelle qui est démarrée, votre code Python il est injecté dedans, et c'est la VM Python qui exécute ça. En Java, on a exactement la même chose. En fait, on a ce qu'on appelle la JVM. Donc, c'est encore une autre abréviation pour la JVM, c'est Java Virtual Machine. Donc la JVM, comment ça se passe? Quand vous exécutez votre JRE, donc votre Java Runtime Environment, ici, vous avez le JRE. Quand vous appelez le JRE, en fait, il va démarrer une JVM. Votre JVM, elle va démarrer avec des paramètres par défaut. Elle va démarrer peut-être avec 512 mégaoctets qui peuvent être affectés en provenance du système. Votre OS, votre machine, elle a 4 Go de RAM. Eh bien, on peut lui dire, dans la JVM, quand elle démarre, on peut lui dire, OK, moi, je t'affecte 512 mégas qui sont spécialement dédiés et réservés pour l'exécution de votre application. On peut dire aussi que, par exemple, on réserve, je sais pas, 3% de la charge CPU qui vont être strictement réservés pour votre application. Vous pouvez réserver des espaces disques, en fait, etc., etc. Donc, vraiment, vous pouvez personnaliser de ouf votre JVM. Quand la JVM, quand vous la démarrez, il y a plein de flags, en fait. Les flags, ce sont des fonctionnalités que vous pouvez activer, en fait, sur votre JVM pour éteindre un peu les fonctionnalités qu'elle expose de base. Alors, je ne suis pas du tout un pro de la JVM, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais sachez juste que voilà, c'est un outil, ça fait partie de l'environnement et c'est juste hyper puissant. Et une fois que votre JVM est démarré,
ben, du coup, en fait, le Java Runtime Environment va prendre votre bytecode Java, il va le foutre dans la JVM et il va l'exécuter. Voilà. Bon, voilà, ça c'était pour présenter un petit peu les mécanismes de base de comment que ça marche. Et voilà. Concrètement, si vous commencez un projet en Java, ah oui, et du coup, je ne sais pas encore ce qu'on va faire comme application, hein. Il faudra que ce soit une application qui communique sur le réseau pour qu'on puisse voir vraiment tout le programme que je vous ai présenté, en fait. Et donc, voilà, je sais juste que je ne sais pas ce qu'on va faire exactement. Voilà. Donc, pour pouvoir créer un projet en Java, sous VS Code, vous avez du coup des commandes VS Code à exécuter. Donc, pour afficher du coup l'outil qui vous permet de lister les différentes commandes, c'est, bon, à titre que vous le sachiez, mais je le répéterai dans le wiki que je vais mettre en place, en fait, qui résume tout ce qu'on aura vu pendant la session, c'est CTRL-MAJP. CTRL-MAJP, vous avez du coup cette interface qui apparaît, d'accord? Et dedans, vous tapez Java et il vous propose, voilà, plusieurs commandes que VS Code va exécuter qui vous permettent du coup de faire certaines choses. Voilà. C'est un petit peu ce que pourrait faire le MNC hein, quand il va recevoir les commandes du CCF hein, et ce que nous va faire. Bon, bref, ouais, petit parallèle. Donc, du coup, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est créer un nouveau projet Java. Donc, vous avez le Create Java Project. Je m'arrête ici parce que quand vous créez un projet Java, vous avez peut-être l'habitude, comme on peut faire avec du C++ ou du Python, c'est vous créez un répertoire, vous créez toute l'arborescence des répertoires, vous créez les fichiers de script ou de code source, en tout cas, qui vont être placés dans les répertoires-là. Dans ces répertoires, vous allez peut-être vous créer un script à côté qui fera certaines tâches automatiques. Bon, en fait, tout ça, c'est de la gestion de projet. Quand je parle d'un projet, c'est un projet logiciel. C'est pas un projet comme on peut l'entendre parler d'un point de vue d'une entreprise. C'est vraiment côté du logiciel. Genre Firefox, donc l'exécutable Firefox, derrière, c'est un projet logiciel en fait. Hein, voilà. J'explique comme si vous essayez de teubé, mais c'est pour être sûr que vous compreniez en fait, hein, qu'il n'y ait pas de problématique. Donc, du coup, bah, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter alors un outil de gestion de projet pour du code Java parmi toute une liste, toute une ribambelle qui existe en fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter Maven. Je ne vais pas faire une présentation hyper poussée là-dessus. Je vais vous présenter les grandes lignes de ce truc-là parce qu'on va l'utiliser en fait quand on va créer le projet. Là, aujourd'hui, on va l'utiliser. Donc, au moins, vous saurez un peu comment ça se passe. Bon, toujours pareil, je vous ai parlé de Java dans les extensions à installer dans VS Code. Je vous ai parlé des extensions pour Eclipse. Je ne vous ai pas parlé de Maven parce qu'on n'avait pas encore abordé le sujet. Bon, bah là, c'est pareil. Si on a besoin d'installer Maven, en fait, vous avez des extensions, donc Maven for Java, qui est à utiliser. Et quand vous installez le pack, extension pack for Java, en fait, vous avez Maven qui est embarqué dedans. En fait. Vous avez cette extension-là qui est impactée là-dedans. En fait. Et donc, vous pouvez l'installer et puis c'est trop bien. Voilà. Du coup, quand vous faites ça, quand vous avez installé cette extension-là et que votre VS Code a été redémarré, même je crois qu'il n'y a pas besoin de redémarrer après avoir fait les installations d'extension, mais bon, bref, on s'en fout. Bref, quand vous faites ça, quand vous refaites votre appel de différentes commandes, si vous tapez Maven dedans, vous avez... Alors, c'est pas ici. Bon, bah tant pis, autant pour moi, j'ai dit de la merde. C'était ici. Je reclasse ça. Je l'avais, je n'arrive pas à le trouver. Bien. Ah, bah si, c'était plutôt mon Create Java Project, voilà. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, en fait, quand vous appelez ça, il vous proposera sous quel en fait, gestionnaire de projet, en fait, vous voulez déléguer la gestion du projet de votre application Java. Voilà. Maven, on s'attarde un petit peu sur Maven pour comprendre exactement qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il est là, à quoi il sert, tout ça, tout ça. Donc, vous êtes un développeur, vous avez commencé à créer une classe en Java, donc à pondre votre code source. Vous avez besoin de lancer des tests unitaires, une fois que les tests unitaires sont passés, de compiler votre application pour créer un exécutable, pour pouvoir du coup publier cet exécutable auprès des personnes qui souhaiteront l'exploiter.
Ça peut être d'autres développeurs, ça peut être du coup des clients qui vont prendre votre exécutable et qui vont l'installer sur leur système et qui vont le démarrer. Du coup, en fait, Maven, il va faire tout un tas de choses pour vous. La première chose qu'il va faire, il va vous créer le projet, en fait. Il va vous créer le projet avec une architecture de répertoire assez particulière. Bien sûr, c'est trop haut. Voilà. Pourquoi ça ne marche pas? Excusez-moi, peut-être des petits soucis. Donc, create project. Suite à la création du projet, il va vous créer du coup un répertoire. Alors déjà, il va vous créer un fichier à la racine de votre, à la racine du répertoire qu'il va créer. Il va créer un fichier qui s'appelle pom.xml. Le fichier pom.xml, il permet de décrire, alors il permet de regrouper. Il permet de décrire votre application, quel est le nom de l'application, en gros quelle est la description, quelle est la version de votre application. Vous pouvez rajouter dedans du coup des liens vers quel dépôt Git ou SVN vous souhaitez rattacher ça en fait pour avoir un suivi et pour pouvoir avoir une publication automatique des quand vous avez votre code source et que vous appelez Maven pour faire certaines tâches, ce qu'on appelle des goals en fait. Donc faire certaines tâches sous Maven, eh bien il y a des tâches qui vont être du coup de publier votre code source sur les dépôts Git. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire vous. Et lui, il peut vous le faire pour ça. Enfin, il peut le faire pour vous. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez avoir, enfin, il s'occupe aussi de faire la gestion des dépendances. Admettons, vous avez votre application, très bien. Vous avez besoin dans votre application d'établir une connexion en SSH avec du matériel distant. Bon, bah, typiquement, basiquement, en fait, de base, il n'y a pas de client SSH en Java. Il faut installer une dépendance en Java qui a été développée en Java, une dépendance en plus. Et cette dépendance-là, du coup, elle va être gérée par Maven. C'est lui, en fait, qui va avoir une liste de dépendances, qui va dire, OK, j'ai besoin de cette bibliothèque-là et la version de cette bibliothèque-là. Si, par exemple, vous avez besoin d'accéder à une base de données, admettons une petite base de données comme SQLite, donc, ce sont des bases de données qui sont des fichiers qui sont qui sont embarqués avec votre application en local. Vous avez besoin d'une dépendance en plus. Bon, bah, vous allez rajouter la dépendance là-dedans, en fait, etc., etc. Donc, Maven, il s'occupe de la gestion des dépendances, il s'occupe du coup du cycle de vie de ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que vous pouvez dire, OK, avec Maven, je souhaite faire des tests unitaires. Quand les tests unitaires sont faits, je souhaite pousser mon kit sur SVN ou sur Git. Une fois que le code est poussé, je souhaite par exemple, je sais pas moi, déclencher une tâche avec SonarCube. Ben, vous pouvez faire tout ça en fait avec Git. Avec Maven, pardon. Il va faire pour vous. Et donc toutes ces petites tâches vont être décrites dans le fichier pom.xml. Ensuite, vous allez retrouver du coup à la racine donc ça c'est vraiment à la racine du projet. Vous allez retrouver à la racine du projet un répertoire qui s'appelle SRC. Dans ce répertoire SRC, vous allez retrouver du coup un sous-répertoire qui va s'appeler main et vous allez retrouver un autre sous-répertoire qui va s'appeler test. Donc main, donc vous allez retrouver un autre répertoire qui s'appelle Java et ensuite vous allez retrouver du coup ce qu'on appelle l'arborescence de ce qu'on appelle de votre package. Et donc on verra ça dans un petit moment. Tac, package. Tac. Donc, en gros, Maven, il découpe votre code qui va être publié chez les clients des tests unitaires que vous allez faire. Parce que pour lui, c'est deux choses différentes. Donc, le code source qui va être utilisé en production, il se situe dans main. Les tests unitaires, ils vont se situer dans test, en fait. Voilà, il fait cette segmentation-là. Bon, un peu plus tard, quand on fera les tests, vous verrez que quand vous créez, en fait, les tests, non, le code source qui va être créé dans le main, dans un certain package, il va pouvoir être appelé directement dans les tests, dans le même package, en fait. Il n'y aura pas besoin de faire n'importe ou pas. En fait, c'est des classes qui vont être partagées entre ces deux, on va dire, ces deux sous-répertoires. Bon, c'est des mécanismes à Maven, on s'en fout un petit peu pour l'instant, on n'est pas là pour comprendre comment ça marche. C'est juste pour vous présenter, globalement, ça, c'est la structure de base que vous allez retrouver. C'est vraiment la structure de base. Si vous avez besoin d'avoir dans votre application excusez-moi, si dans votre application vous avez, si vous avez besoin d'avoir dans votre application des fichiers de configuration, les fichiers de configuration, ils vont se situer. Alors, si c'est des fichiers de conf qui doivent être utilisés en production, ils vont se situer dans main resources. Tac.
vous allez les créer. Et si vous avez besoin des fichiers de configuration qui sont propres pour l'environnement de test, vous allez les retrouver dans test. Voilà. Donc, à partir de là, c'est bon. Donc, typiquement, dans ressources, si vous avez besoin de manipuler des images ou d'afficher des images, ce sera stocké là-dedans. Si vous avez besoin de manipuler du JSON, enfin des fichiers JSON, vous les stockez là-dedans. Si vous avez besoin de créer des fichiers de configuration pour votre application, c'est stocké là-dedans. Si vous avez besoin de stocker des... enfin, voilà, tout ce qui est stockage, enfin, qui va être utilisé par votre application, c'est stocké là-dedans. L'accès... Alors, comment expliquer ça dedans, vous stockez des choses là-dedans que quand vous êtes en phase de développement. C'est-à-dire que quand vous êtes en phase de production, si vous voulez sauvegarder la donnée, n'essayez pas de la sauvegarder dans ce répertoire-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis ça parce que, un peu teubé, au moins que j'ai été quand j'étais plus petit, hein, j'ai essayé de faire ça et ça marchait pas. Donc, il faut bien faire attention. Les ressources ne sont que pour... les ressources ne sont définies que en phase de dev et ne sont exploitées qu'en lecture seule en phase de production. Bon, si c'est pas clair, on s'en fout, on verra ça plus tard. Donc Maven, c'est bon, c'est fait, je vous ai présenté grosso modo. Donc il fait Maven, quand il s'exécute, première chose à faire, c'est il regarde s'il y a des tests unitaires. S'il y a des tests unitaires, il compile vos tests unitaires. Une fois que les tests unitaires sont compilés, il passe sur le main, dans le répertoire main. Il regarde le répertoire main s'il y a des classes. Il compile les classes et les exécute pas, il les compile juste. Ensuite, il repasse aux tests unitaires. Au niveau des tests unitaires, il exécute les tests unitaires. Si les tests unitaires sont exécutés, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de créer un exécutable. Et l'exécutable, il est au format, généralement, c'est au format .jar. Les applications Java, elles sont au format .jar. C'est pas du .exe, c'est pas du real2, c'est pas du autre chose. En fait, c'est juste du .jar ou du .war. Et principalement, là, on reste sur du jar. Et une fois qu'il a fait le packaging en fait, de votre application, ce qu'on appelle le packaging, ce qu'il fait, c'est que si vous aviez défini des tâches de publication sur le Git ou sur le SonarQube ou autre, eh bien, il va exécuter les tâches. Donc voilà, c'est vraiment du séquentiel. Et ça, c'est trop bien parce que pour nous, en tant que développeurs, ça nous fait gagner un temps de ouf, en fait. Donc voilà, ça, c'était pour la présentation un peu globale de Maven. Donc maintenant, si on passe, on s'attarde un peu plus sur le code source. Donc voilà, je suis développeur avec vous. On souhaite du coup créer un nouveau projet. Donc j'ai lancé du coup avec mon contrôle MHP, j'ai demandé. Comment? Son micro, oui. On n'a pas tout compris. Il y en a qui ont leur micro allumé. Ah, d'accord. Bon, écoutez. Ok, moi je te laisse le faire. Donc du coup, voilà, c'est vous créez du coup un projet Java et là, du coup, vous pouvez choisir qui c'est qui doit être le gestionnaire de projet en fait. Donc là, c'est Maven, je prends Maven. Quand je le crée, bon, là, si je présente tout, on va pas s'en sortir. Juste ce que je fais, je dis juste que je vais prendre un Maven Archetype Quick Start. En gros, c'est un template de projet minimaliste qui va être créé. Donc, il va juste me créer la structure des répertoires, puis basta, c'est fini, c'est torché, il ne va rien créer de plus. Donc, je lui dis ça. Par défaut, quelle est la version que je veux? Je prends toujours la plus récente pour être à jour et pour pouvoir profiter des dernières fonctionnalités qui ont été rajoutées. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il nous dit, en gros, il faut créer le groupe ID, et c'est là que ça se complique un peu. En Java, votre code source, il est structuré un peu comme les noms de domaine qu'il y a sur les sites web. Sur les sites web, vous avez du coup, vous retrouvez normalement www. Le nom d'entreprise, le pays dans lequel c'est, ou en tout cas le type d'organisation que c'est en fait. Donc spi.com, voilà, genre spi.com, c'est un nom de domaine. Eh bien, en Java, on retrouve en fait, quand vous créez vos répertoires, enfin vos projets, vous retrouvez cette structure-là. Donc, ce qu'on appelle un package, c'est quoi? C'est tout simplement du coup une sorte de nom de domaine. Hein, enfin, c'est un domaine name. Voilà. Et donc, ça doit ressembler normalement à votre nom d'organisation, organization name, et ensuite, ça doit être séparé par un point, et ensuite, vous devez retrouver normalement un point global. Donc, généralement, on met soit le pays, soit... si vous êtes, du coup, vous êtes interne à SPI, vous développez une application pour SPI,
bon, bah, le nom du package sera spi.com. Si vous travaillez comme moi et Clélia et Pierre, vous êtes chez Aztec et vous développez une application pour Aztec, ce sera pour nous, c'est groupe aztec.fr. Ce sera ça, du coup, la base de notre package. Donc, du coup, là, normalement, je vais mettre country, même si je ne sais pas trop quoi mettre exactement. Et donc, dans l'exemple, ça ressemblerait quoi? Ça ressemblerait à ça. Donc, spi.com. Au niveau du domaine, vous pouvez mettre plusieurs niveaux. Si ici, par exemple, on a une entité ICS, je crois, de SPI. Donc, vous pouvez très bien mettre ics.spi.com et ça raffine. Et si on est sur un projet en particulier, on est encore une sous-équipe, donc on peut très bien mettre ça. Pour éviter les diffusions, vous le lisez à l'envers, vous comprenez ce que c'est. Et ensuite, si par exemple vous êtes du coup dans... non, mais après, ça s'arrête là en fait. Généralement, au niveau du raffinage sur le début du nom de domaine, enfin du nom du package, c'est ça en fait. Ouais, exactement. Mais voilà, tu restes sur la vision de ton projet en fait. Ok. Du coup, je mettrai autre chose, hein, je suis désolé. Donc ça, c'est bon. Ensuite, là, c'est bon. Du coup, c'est présenter ce qui est attendu ici. Donc, bon, on fait pour SPI, donc ce sera spi.com. On va rester à spi. Ensuite, il me demande quel est l'artefact. Donc, l'artefact, en gros, c'est quel est le produit que tu es en train de développer, quel est le nom du logiciel que tu es en train de développer. Donc, si vous êtes en train de développer un outil qui fait de la facturation, c'est un outil qui fait de la facturation. Donc, au niveau du nom, vous donnerez facturation. Si vous faites un outil qui permettrait de faire un outil de suivi de projet, vraiment qui pourrait être utilisé par nos stream leaders, du coup, vous l'appellerez project. Je sais pas quoi, c'est le nom de votre application qui va être donné. J'ai pas d'idée, je l'appelle Simpson parce que je ne sais pas du coup ce que c'est. Là, il me propose du coup. Comment? Non, c'est bon. Ok. Là, il me propose du coup où est-ce que je souhaite créer ce répertoire-là en fait, où doit être stocké du coup le répertoire. Là, vous le stockez. Je n'ai pas besoin de vous expliquer où vous allez stocker. Hein, vous le stockerez un petit peu là où vous voulez. Stocker là-dedans. Ici. Donc là, on peut voir quelle est la commande Maven qui va être exécutée. Bon, je ne vais pas la détailler, mais on voit bien que c'est Maven commande qui est exécutée avec tout un tas de paramètres. Et là, il me propose du coup un petit setup pour qu'il puisse terminer l'initialisation du projet. Donc, il me demande de dire quelle est la version de mon application. Alors, je vais la laisser par défaut, 1.0-snapshot. La version, alors ça c'est pareil, il faudra que je vous explique un peu comment fonctionnent les versions dans les applications, en fait, dans le développement logiciel. Il y a plusieurs stratégies qui sont appliquées, mais bon, ça permettra au moins que vous ayez une idée de pourquoi est-ce que les choses ressemblent à ça. Le snapshot, c'est juste pour dire que c'est en phase de dev. Voilà, alors je résume grossièrement, ça veut dire que vous êtes en phase de dev. Donc, je vais le laisser tel quel. Après, il me dit, OK, lui, ce qu'il a pu trouver, c'est que le groupe ID, c'est ce qu'on a défini. Donc, quelle est du coup l'entité qui développe le truc? C'est SPI. Quel est le nom de ton produit? C'est Something. Quelle est la version de ton produit? C'est ce truc-là. Et du coup, il va te générer un package. À partir de ces données-là, il va te générer un package. Et pour le package, il va dire que la base du package, il est basé sur le groupe ID, en fait. Et il me demande si les informations sont correctes. Je dis que oui. Et il me crée tout ceci. Il me propose du coup d'ouvrir le répertoire qui vient d'être créé. Et là, la magie existe puisqu'on retrouve exactement ce que je vous ai présenté il y a quelques minutes. On retrouve un fichier pom.xml qui est du coup un fichier XML qui représente du coup, qui décrit un peu le projet Maven. Donc, c'est un projet Maven qui utilise la version 4, c'est ce qu'on avait demandé. C'est un projet Maven, donc on retrouve le groupe ID, l'artefact ID et la version qui ont été tapées tout à l'heure, qui ont été proposées. Le nom de mon projet, c'est Something. On retrouve une URL. Ça peut être intéressant si vous avez un site vitrine et que vous voulez du coup si vous avez un site vitrine dédié pour votre application et que vous voulez que votre application, du coup, pour la suite faire un lien avec ce site vitrine-là, vous utilisez ça. Bon, aujourd'hui, on n'en a pas, donc on s'en fout complètement, ça dégage. Il définit certaines propriétés par défaut. Donc, par défaut, le code source sera encodé en UTF-8. Bon, tant mieux, hein, c'est des problèmes d'encodage, genre les accents spéciaux, les accents ou les caractères chelous, tout ça.
il me dit, OK, quel est au niveau du compilateur, du coup, pour quelle est la cible minimale où pourra s'exécuter l'application. Donc, la cible minimale, c'est du Java 1.7, donc c'est super vieux. Hein. Et quelle est la cible c'est du Java 10, Java 1.7 aussi. La cible, c'est du coup... alors, la source, c'est avec quel compilateur tu veux l'exécuter, quelle est la version du compilateur que tu souhaites exécuter, et la target, c'est où ça doit s'exécuter par la suite. J'ai tendance à tout mettre un peu en mode restrictif en utilisant les dernières versions. Donc, je dis que j'utilise la version 18 de Java. La version minimale d'exécution, c'est la version 18. C'est-à-dire qu'une application qui tourne sur c'est-à-dire qu'un environnement, enfin une machine qui a la version 11 de Java ne pourra pas exécuter mon code. Voilà, c'est mon prérequis, c'est du Java 18. Pourquoi? Parce que peut-être je vais utiliser des fonctionnalités qui sont apparues qu'à partir du Java 18. Et que du coup, mon code ne serait pas compatible avec l'ancienne version. Après, si je sais que je n'utilise pas de version, si je sais que je n'utilise pas des fonctionnalités propres à Java 18, ben, je peux laisser tel quel, il n'y a pas de problème. En fait, Java s'assure de la, je ne sais plus comment on appelle ça exactement, mais le fait qu'une nouvelle version soit complètement compatible avec des anciennes versions, en fait. Oui, voilà, c'était aussi con que ça, mais voilà, il s'assure de ça. Franchement, un point en plus. Ici, on retrouve du coup la fameuse arbre de dépendance dont je vous parlais. Si vous avez besoin d'utiliser du coup des drivers pour du SQLite, des drivers pour du SSH ou autre chose en fait, ou d'autres dépendances, vous les ajouterez dans cet arbre-là qui s'appelle Dependencies et vous créerez en fait une nouvelle section Dependency. Voilà, vous ferez un copier-coller et vous modifierez ce qu'il faut. Mais VS Code étant plutôt bien fait, vous avez la possibilité de faire ceci, Dependencies. Dans le groupe ID, vous faites un contrôle espace et il vous détecte automatiquement, il scanne sur Internet du coup un répertoire Maven en fait qui est disponible sur Internet. Et il le scanne en fait et il vous dit du coup qu'est-ce qu'il vous propose. Donc du coup, bah, il arrive à détecter tout ça. Sur Internet ou en local? J'ai un doute. Je pense que... Non, c'est... Je sais plus. Je vais pas dire de merde. Voilà, on s'en fout. Donc là, typiquement, si vous utilisez Log4j... C'est vrai? Oui, c'est local. Voilà, parfait, très bien. Donc ceux qui ont entendu parler peut-être de la faille de Log4j il y a quelques mois, Log4Shell, en fait, voilà, vous avez la possibilité... Bon, bref, d'utiliser à partir de ce groupe ID-là, de récupérer du coup, voilà. Dans ce groupe ID, donc Log4j, il y a différents artefacts, donc différents logiciels. Et là, on retrouve tous les logiciels en fait qui ont été développés par le groupe ID, donc on va dire le groupe ID qui s'appelle Log4j. Voilà. Bon, et là, typiquement, si je veux en prendre une, je prendrai normalement la Log4j API. Et ensuite, j'ai besoin de spécifier une version. Je fais CTRL espace et il me dit, OK, pour cet artefact-là, voici quelles sont les versions qui sont disponibles. Bon, ça, c'est hyper cool hein, parce que du coup, ça vous évite de devoir chercher quelles sont les versions autres. Si jamais vous ne savez pas exactement quelle est la bibliothèque que vous souhaitez utiliser, vous voulez juste en chercher une, eh bien, vous avez un truc qui s'appelle Maven Repo, qui est trop puissant, puisque de toute façon, c'est basé là-dessus. Et Maven Repo, c'est le Maven Repository. Et là-dedans, vous pouvez chercher un groupe ID, un artefact ou une catégorie. Genre, admettons, on cherche un truc qui concerne du SSH. Et bien là, il va me proposer du coup toutes les différentes bibliothèques qui ont été recensées qui permettent de manipuler du SSH. Et donc, bon, on voit qu'il y a des choses qui sont faites par Jenkins, donc les plugins de Jenkins. Si jamais j'ai besoin de faire du LDAP, si j'ai besoin de faire du LDAP, on verra un peu plus tard, mais Spring, typiquement, Spring Security, enfin Spring, c'est un framework de Java, en fait, qui permet qui offre plus de fonctionnalités. Et typiquement, dedans, il y a en fait un module, on appelle ça un module, mais voilà, un Spring Security qui est un module de sécurité propre pour Spring. Et dedans, il y a une des implémentations, c'est du coup, voilà, oh là là, Spring Security LDAP. C'est LDAP qui est utilisé, en fait, qui peut être implémenté. OK. Bon, ça, c'était bon, c'était juste pour vous présenter du coup le Maven Repo qui est juste trop intéressant pour nous les développeurs Java. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, on passe un peu plus loin. Donc, dans le... Ah mince, j'ai tout pété. Voilà. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Je peux faire ça.
non, mais c'est bon, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, on retrouve une autre section un peu plus globale qui s'appelle Build. Bon, plugin management, dedans, c'est un gestionnaire de plugins. Les plugins, ce sont en gros des tâches qui vont pouvoir être exécutées, en fait. Donc, là, on a une tâche qui permet de nettoyer, du coup, votre projet. Quand vous faites, du coup, Maven Clean, ben, il va, du coup, supprimer tout le code source compilé. Pas le code source que vous avez exécuté, mais le code source qui aura été compilé par la JVM. Là, le ressource plugin, c'est pour accéder, du coup, c'est un plugin qui vous permettra d'accéder aux ressources de votre application. Le compiler, bon voilà, c'est pour le compiler. Le Surfire, c'est pour pouvoir faire les tests unitaires. Donc, c'est un module qui permet de faire les tests unitaires. Le jar plugin, c'est pour pouvoir créer une archive en un point jar. Le install, c'est pour pouvoir, alors, il va appeler le point jar, mais c'est pour pouvoir générer, du coup, une archive. Et là, du coup, avec le jar plugin, c'est pour créer l'archive jar. Et le deploy, normalement, c'est pour pouvoir déployer votre jar sur une machine distante, en fait. C'est pour faire du déploiement continu, par exemple. Et ça, c'est, je trouve, puissant. Maven Seed Plugin, ça reprendrait du coup la variable seed qui était ici, c'est pour pouvoir du coup exposer du coup sur un site votre plugin. Et après, il y a d'autres choses pour des rapports. Enfin bon, bref, on s'en fout un petit peu. Tout ça, en gros, c'est plein de tâches qui vont être là-dedans. Il y a plein de tâches qui sont définies automatiquement et qui sont exécutées. Voilà, ça c'était pour présenter grosso modo le fichier XML. On a le fichier SRC, donc dedans on a main et test, comme je vous avais dit. Dans main on retrouve Java, ce que je vous avais dit aussi, et du coup on retrouve le nom de notre package. Il y a un nouveau répertoire qui est apparu, que je ne vous avais pas présenté, c'est Target. Target, en fait, il va contenir le code source compilé de votre application. On va voir ça de suite. Voici le bytecode de votre application. Et quand vous créez, en fait, quand vous voulez utiliser votre application, quand vous voulez l'utiliser, la démarrer, quoi, je vous ai dit, on a le JRE qui est appelé. Le JRE va démarrer une JVM, et je vous avais dit que dans la JVM, il va y avoir du code Java qui va tourner. Je vous ai dit que le code Java, c'est du bytecode. Et bien, en fait, ce qui va être déployé, c'est tous les fichiers .class qui contiennent ce truc bizarre, en fait. C'est ça qui va être déployé dans la JVM. Enfin, oui, c'est ça, qui va être déployé dans la JVM et qui va être exécuté, du coup, par Java. C'est ça que Java va lire. Voilà. Du coup, bon, il reste environ un petit quart d'heure. Comme ça, je vous laisse une petite dizaine de minutes, 5-10 minutes pour répondre aux questions, si jamais il y a des questions. Ce que je vais juste faire, c'est vous présenter du coup le code source globalement. Quand vous créez une classe, on verra un peu plus tard ce que c'est qu'une classe, on verra, ou quand vous créez une interface, et on verra ce que c'est un peu plus tard. Les codes sources doivent être segmentés et répartis dans des fichiers en fait. Chaque classe, donc une classe en gros, pour grossir les traits, ce sont des objets. Il faut voir ça comme étant des objets de la vie courante. Genre par exemple, ma bouteille d'eau, c'est un objet. En Java, ce serait une classe aussi. Et le bouchon, c'est un objet. En Java, ce serait aussi une classe du coup. Et donc du coup, ce serait aussi un fichier. Et donc si je souhaitais représenter ma bouteille d'eau au niveau du code source, je marquerais du coup un fichier que j'appellerais bottle.java. Bon, automatiquement, vous voyez, il est gentil pour moi, il me prépare du coup un template par défaut. On analysera un petit peu le code source plus tard, mais voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on segmente tout dans des fichiers pour que la maintenance soit plus facile et qu'on s'y retrouve un petit peu mieux. Donc bottle, on l'aurait là-dedans, et le bouchon, je sais pas, le bouchon, c'est mock, non? C'est quoi le terme de bouchon en anglais? Je l'appellerai bouchon, vous m'excuserez, mon anglais pourri. Hein. Nous sommes un petit peu anglais, je crois. Donc voilà, et si dedans je sais que je voudrais mettre de l'eau, l'eau c'est pareil, l'eau ça peut être une donnée en fait. Ça peut être un objet, donc je mets water, et du coup... Stub? Non. Stub c'est... Scap? Non, cap. Cap? Merde, c'est pas le point que je voulais modifier. Bouchon. Cap. Ah voilà, quel teubé. Voilà. Bien sûr. Voilà, donc de cette manière-là, j'ai grossièrement du coup créé différentes classes, comme on peut le voir. Bouchon bottle, bouchon cap, et bouchon et voilà, mais qu'est-ce que je dis? Classe bottle, classe cap et classe water. Et donc ça représente des objets. Voilà. Je m'arrête là. On verra du coup demain. On verra du coup les types primitifs.
commencer et voir un peu la structure de ce fichier, qu'est-ce que c'est en fait, à quoi ça correspond, à quoi ça sert, pourquoi c'est comme ça, et puis voilà. Et on va identifier chaque mot-clé exactement qui sont définis. C'est bon, j'ai fini. Ah. Je te remercie. Merci, merci. Ok, alors. Attendez, s'il vous plaît. Quand j'ai fait du Java il y a un peu longtemps, on faisait un découpage en fonctionnel, on faisait des classes métiers, après des classes de structure qui faisaient appel au métier, après une classe d'interface, enfin pas d'interface, mais un surcouche en gros qui allait interagir avec les. Non, ça, on voit ça plus tard. Ok. C'est que ça concerne le design et architecture de ton application, donc on verra ça plus tard. Il y a d'autres questions ou pas? Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Voilà, bon, ok. Ça a l'air cool? Bon, ok. Bon, bah demain, on passe au type primitif et on voit l'analyse en approfondi d'un fichier .java, en fait, pour voir exactement qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'il est composé. Ben, je vous remercie à tous, c'est super gentil. Moi qu'on remercie. Dans l'autre sens. Et du coup, bah, voilà, c'est bon. Que vous sachiez, du coup, j'enregistre la session. Vous pouvez la retrouver a posteriori.